Et c'est parti pour notre prochaine séquence. On va vous demander, s'il vous plaît, dans les tribunes, de bien vouloir vous installer les uns et les autres. Cher Raphaël, un moment particulier avec un très beau panel. On a hâte de vous écouter les uns et les autres. Soyez les bienvenus sur le plateau. Merci beaucoup. Effectivement, je suis Raphaël Legendre de BFM Business. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde régulée ou libérée. Un thème absolument magnifique. Une vieille question qu'on pose depuis Pompidou et son fameux « arrêtons d'emmerder les Français », mais qui reste centrale. Faut-il protéger par la régulation ou stimuler par la liberté? Et surtout, où placer le curseur entre ces deux pôles? Dans un monde où l'Europe régule, la Chine investit et les États-Unis innovent, a-t-on l'habitude de dire. Pour évoquer ce très beau débat, j'ai le plaisir d'accueillir Christelle Morancé, présidente de la région Pays de la Loire, le sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, Fabien Gay, directeur de l'Humanité également. Bonjour. Madame la ministre, Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles. Le président du Crédit Mutuel, Monsieur Daniel Ball, bonjour. Christelle Edman, directrice générale d'Orange, et Alexandre Jardin, écrivain, réalisateur, nombreux talents, à la tête du mouvement des Gueux depuis quelques mois. Maintenant, depuis quelques temps. Merci à tous d'être ici. Alors nous sommes à la REF, la rentrée des patrons. Alors pardonnez-moi de bousculer un peu le protocole, Madame la Ministre, mais pour donner en priorité la parole à une chef d'entreprise, la première femme à la tête de son entreprise, la deuxième au CAC 40, Christelle Edman. Christelle, bonjour, je rappelle que vous êtes directrice générale du groupe Orange, un secteur aussi régulé que celui des télécoms, dans un secteur aussi régulé que celui des télécoms. J'imagine que tout ce dont on a envie, c'est de libérer, non ? Oui, alors c'est vrai que moi je regarde les choses déjà avec un point de vue européen, parce qu'on vit dans un monde qui est, et en particulier dans le numérique, les enjeux sont évidemment mondiaux, on fait face à des acteurs, des géants, des mastodontes numériques mondiaux qui sont pour certains américains, pour certains chinois. Si on regarde l'histoire des télécoms en Europe, en fait l'Europe a d'abord été une machine de libération et d'ouverture à la concurrence dans une logique de défense du pouvoir d'achat, puisqu'on avait des monopoles d'État dans chaque pays et que l'Europe a poussé, comme dans d'autres secteurs, une ouverture à la concurrence, donc libéralisation massive. Ça s'est traduit pour une entreprise comme Orange, qui était évidemment opérateur historique, par beaucoup de régulation. Et puis, évidemment, est venu s'ajouter en 20 ans beaucoup de régulation. Moi, j'aime bien expliquer qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, alors les télécoms, c'est pas une exception, c'est une espèce de matrice à 3 dimensions de la régulation, dans lequel on a beaucoup de régulations européennes horizontales, la RGPD, la CSRD, on peut les rajouter, des régulations verticales qui sont par industrie, et nous, je rebondis sur la data privacy, on a une régulation qui est la e-privacy, qui existait avant le RGPD, et puis à ça vient s'ajouter la 3e dimension, qui est la dimension nationale. Et là, la dimension nationale, c'est vrai qu'il faut reconnaître que la France est quand même en général précurseur, surtranspose, et puis voire même créer des lois en avance de ce qui peut être poussé ensuite au niveau européen si on revient sur la CSRD ou CS3D. Donc dans ce monde-là, évidemment, et dans le monde dans lequel on vit, où on a besoin de vitesse, où on a besoin de compétitivité, je ne vais pas redire ce que le rapport Draghi a très bien dit, malheureusement il a déjà presque 1 an, et on vit dans un monde où la vitesse compte autant que l'exactitude. Et donc oui, il faut protéger le pouvoir d'achat, donc il faut libéraliser, il faut de la concurrence, mais c'est vrai qu'on vit dans un monde où il faut aussi le faire en aidant les entreprises européennes à être compétitives, à gagner. Et c'est vrai que dans le numérique, on a des énormes enjeux de souveraineté. La table ronde précédente sur la défense était un bon exemple, mais c'est vrai que quand on parle de cybersécurité, quand on parle dans beaucoup de domaines, il n'y a pas d'option européenne. Et c'est vrai que les opérateurs télécoms, Orange fait partie est le 2e grand opérateur européen. On opère dans beaucoup de pays en Europe. On mesure à quel point il n'y a pas de pays qui soit plus simple qu'un autre, mais force est de constater qu'aux États-Unis, il y a 3 opérateurs qui ont chacun plus de 100 millions de clients. Or, on est dans un métier de taille critique. En Chine, il y a 3 opérateurs qui ont chacun
quelques centaines de millions de clients, le plus gros a 1 milliard de clients. Et en Europe, en moyenne, on a 4 opérateurs par pays et on a en moyenne 5 millions de clients parce qu'on est un marché européen de 27 marchés nationaux. Donc on n'a pas la taille critique de l'Europe. Donc oui, bien sûr, il faut une forme de régulation parce qu'on est dans des métiers où évidemment les consommateurs ont besoin d'être protégés. On sait qu'il y a des enjeux environnementaux qui nécessitent des transitions, mais on vit dans un monde où il faut de la vitesse, de la simplification. Et donc j'ai envie de dire, il faut libérer les énergies, il faut permettre aux gens d'innover, d'essayer. Et on a toujours tendance, je ne sais pas si c'est français ou c'est parfois aussi, on retrouve ça dans d'autres pays, mais à vouloir définir les choses a priori, à faire des régulations ex ante. Or, si vous prenez ce qui se passe dans l'intelligence artificielle, il est impensable aujourd'hui d'essayer de dire ce qui va se passer. Donc il faut évidemment de la régulation, mais pour venir corriger des effets de marché qui seraient pas bons. Une régulation au service du développement, m'avez-vous dit effectivement. L'Europe, c'est justement le sujet que vous avez souhaité aborder. Vous êtes présidente de région des Pays de la Loire, Christiane Morancé. Mais je le disais en introduction, souvent les États-Unis ou la Chine innovent, financent, et nous en Europe, on régule. Là, vous tirez la sonnette d'alarme. Bonjour à tous. Oui, en effet, en tant que présidente de région, nous, on gère les fonds européens. Alors, on connaît toute la complexité normative au niveau des fonds européens. Donc, vous avez cette complexité au niveau de l'Europe. Et puis, la France rajoute bien évidemment une couche supérieure. Moi, j'aimerais évoquer avec vous ce matin 3 points. D'abord, un constat sur les normes. Ensuite, les conséquences. Et pourquoi on fait ça? Le constat, c'est 400 000 normes en France. C'est plus 80% de normes en 20 ans. Et puis bien évidemment, pour gérer toutes ces normes, c'est 1 million de fonctionnaires supplémentaires depuis 25 ans. C'est de la folie. Il y a une inflation aujourd'hui normative dans notre pays qui nous pénalise totalement, et ça a été évoqué, et notamment face à un enjeu de compétitivité face aux États-Unis ou à la Chine. Alors les conséquences, elles sont multiples, et moi je le vis au quotidien dans ma région. Je pourrais passer toute la journée avec vous pour vous donner des exemples très concrets, et quelles que soient nos entreprises, quels que soient aussi les secteurs d'activité, c'est dans le bâtiment, et puis nous aussi collectivités. D'abord, c'est des projets qui sont bloqués. Dans la région des Pays de la Loire, je vais vous parler de projets d'infrastructure. On a la ligne ferroviaire entre Paris et Nantes qui va moins vite qu'il y a 20 ans, et on doit faire des travaux. Mettre du grillage, c'est rien. Aujourd'hui, le projet il est bloqué parce qu'il y a une petite couleuvre. J'ai un aéroport, tout le monde a entendu parler de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur le réaménagement de Nantes Atlantique. C'était en 2018, nous sommes en 2025. Aujourd'hui, rien n'avance. Et ça, c'est un problème d'attractivité, de développement pour ma région. Quand je vous parle de compétitivité, et là on va parler d'un point de vue économique, toutes ces normes, et quelles que soient les entreprises, nous pénalisent. Je crois qu'il y avait une table ronde ce matin qui évoquait la réindustrialisation. C'est même pas la peine de parler de réindustrialisation dans notre pays si aujourd'hui on n'est pas capable de combattre cet enjeu de normes. Des exemples, je vais vous en citer quelques-uns. Enfin, pour construire une usine en France aujourd'hui, c'est un échange que j'ai eu avec le patron de Thales, et c'est pas la peine de voir aux États-Unis ou en Chine, juste en Europe. Il y a une usine Thales qui s'est installée à Cholet, et encore, ça s'est plutôt pas trop mal passé, 5 ans. En Italie, c'est aux alentours de 12 mois. Comment voulez-vous qu'on soit compétitif? J'ai une entreprise aujourd'hui sur mon territoire, ça fait 5 ans qu'elle essaye de trouver un site, et à chaque fois des objections au quotidien. Donc comment voulez-vous qu'on parle de réindustrialisation si aujourd'hui, par rapport à toutes ces contraintes, toutes ces normes, nos entreprises ne peuvent pas s'installer? Puis dernière conséquence, qui n'est pas des moindres, c'est les coûts. Les coûts engendrés par ces normes. Et là aussi, je le vois au quotidien. Les usines, avec toutes les contraintes, etc., notamment cette usine, c'est 12 millions, alors que normalement, le coût, c'est 3 millions d'euros. Alors pourquoi on fait ça? Pour conclure. Mais je pense que c'est culturel. Je pense que c'est culturel. Ouais. Je pense qu'un projet aujourd'hui, il n'est pas crédible s'il n'est pas compliqué. Il suffit de regarder juste les pays anglo-saxons. Et puis je pense que c'est la peur. Et ça rassure un petit peu en mettant toutes ces normes, ça nous rassure. Et donc derrière, eh bien voilà, il faut peur de l'innovation, peur des... Il suffit de regarder les drones. On aurait dû avoir le premier drone autonome au moment des JO. Mais non, c'est la Chine qui le fait.
Et moi, ça me révolte. Et aujourd'hui, il faut se réveiller parce que je pense que c'est un enjeu aujourd'hui au niveau européen face à la Chine ou face aux États-Unis. Merci Christelle Morancé. Moins de normes, plus d'air, plus d'énergie. Daniel Ball, vous présidez le Crédit Mutuel. Vous vous dites, bon, soyons pas caricatural non plus, la régulation, on en a besoin aussi. Le secteur bancaire, vous en avez connu beaucoup depuis 15 ans maintenant, depuis la crise financière de 2008. Oui, effectivement, on ne va pas être caricatural, on ne va pas opposer réguler ou libérer. Je crois qu'il faut les deux. Il faut les deux parce que libérer permet effectivement à l'entreprise notamment de se développer. Maintenant, il s'agit de trouver le bon cadre. Le bon cadre, bon, en France, on semble quand même être allé très loin en matière de régulation, de réglementation. On m'a dit que le nombre de mots du droit français a été multiplié par 2 au cours des 20 dernières années, passant de 23 millions à 45 millions de mots. Bon, c'est juste un chiffre qui marque, je crois, de manière très forte. Après, à quoi sert la réglementation? Est-ce que la réglementation permet l'initiative, permet le développement, permet de protéger l'entreprise, permet de protéger le citoyen? Ça, c'est les vraies questions qu'il faut se poser. Donc, je ne vais pas entrer dans la caricature en disant réguler, c'est de gauche, libérer, c'est de droite. De toute manière, ça n'a pas de sens. La vérité, c'est qu'il faut essayer de trouver le bon compromis, le juste endroit où on place le balancier. La réglementation est à la fois un cadre protecteur, mais c'est également une contrainte. Alors vous me parlez de la banque. Oui, effectivement, je connais bien le secteur de la banque. Et je vais essayer, à partir de là, de vous expliquer que la régulation est d'abord une très bonne chose et ensuite peut effectivement se retourner contre le développement économique. L'activité bancaire est sans doute une des activités les plus régulées. Ça n'a pas toujours été le cas. La crise financière de 2008 a amené l'Europe à prendre des mesures très fortes, avec aujourd'hui un système de supervision qui est européen, avec un régulateur qui est l'autorité bancaire européenne dont le siège est à Paris, avec un superviseur qui est la Banque centrale européenne dont le siège est à Francfort, mais qui travaille en étroite relation avec l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution en France. Les règles qui ont été mises en place permettent aujourd'hui aux banques françaises, aux banques européennes d'être particulièrement solides. Et ça, effectivement, c'est un point majeur pour l'ensemble de l'activité économique. Savoir qu'on a des banques qui tiennent la route, qui même en situation de crise, et le stress test qui a encore été réalisé à la fin du mois de juillet le démontre, est un atout indiscutable. Nous n'avons pas connu en Europe de crise majeure. On en a connu aux États-Unis, on en a connu juste aux frontières de l'Union européenne, en Suisse, avec la déconfiture de Crédit Suisse. C'était il y a un peu plus de 2 ans. Donc on est protégé de ça. Point très positif. Après, c'est jusqu'où va-t-on dans cette sécurité financière ? Et j'ai envie de dire qu'en matière de sécurité, certains pourront considérer qu'on ne va jamais assez loin. Sécurité financière comme dans d'autres domaines de sécurité. Et nous avons aujourd'hui un régulateur et surtout un superviseur, la Banque centrale européenne, qui estime qu'on ne va toujours pas assez loin, malgré ces succès qui sont réels. Et notre sujet aujourd'hui est de savoir jusqu'où doit-on aller pour assurer la sécurité. Aujourd'hui, cette sécurité poussée trop loin pousse à être une entrave à la compétitivité. Or, l'économie, l'entreprise a besoin de compétitivité. On va dans une micro-supervision, une micro-régulation. On impose toujours plus de fonds propres aux banques, mais tous ces fonds propres qui sont gelés empêchent à un moment de faire fonctionner l'économie, d'accorder des crédits aux entreprises, et ça risque d'être... C'est là que doit s'arrêter la régulation, quand elle abîme l'économie. Pardon ? C'est là que doit s'arrêter la régulation quand elle abîme l'économie. C'est là où la régulation devient ensuite contre-productive, absolument. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, monsieur le sénateur Gay, sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, directeur de l'Humanité. On a beaucoup parlé de vous au printemps pour une mission d'enquête au Sénat sur les aides publiques aux entreprises
qui a imposé un chiffre dans l'opinion publique, 211 milliards d'aides aux entreprises, un chiffre qui est très discuté ici au sein du MEDEF. Et cet autre chiffre aussi, absolument dingue, 2200 dispositifs d'aide aux entreprises. Bon, c'est le signe qu'il faut simplifier, non, en réalité? Bon, bonjour à toutes et tous, merci de l'invitation au débat pour porter la contradiction. Un thème qui est extraordinaire, régulé ou libéralisé. En réalité, vous auriez dû appeler ça étatisé ou libéralisé. Moi, je vous dirais ni l'un ni l'autre. Je ne suis pas, et loin de là, un étatiste convaincu, même si je pense qu'il y a des biens et des services qu'il faut sortir du secteur marchand et reconnaître comme bien commun, dont la question énergétique et la question de la santé. Et la question énergétique devrait être un point central des débats des chefs d'entreprise. Et la deuxième chose, c'est qu'en réalité, je n'ai jamais rencontré de vrais libéraux. Parce que tout le monde parle de moins de normes, moins de barrières, moins de protection pour les travailleurs et les travailleuses, laisser faire le capital, mais en réalité, les mêmes sont toujours celles et ceux qui, lorsqu'il y a une difficulté, la crise Covid, la crise inflationniste, la crise liée à la guerre en Ukraine, sont les mêmes qui exigent des États, des plans de sauvegarde, des plans de soutien, des plans de relance. Et donc, en réalité, moi je dis ni réguler, ni libéraliser, il faut tout révolutionner. Et en réalité, le pouvoir politique a besoin de parler au pouvoir économique, et le pouvoir économique, en réalité, aura toujours besoin du pouvoir politique. 4 points, très rapides, qui issus du rapport, et je reviendrai s'il le faut après sur les 211 milliards. Oui. J'ai une belle réponse à vous apporter, parce que j'ai entendu Patrick Martin reprendre les éléments de langage de François Bayrou sur les carottes, ou je ne sais pas si c'est François Bayrou qui a repris les éléments de langage de Patrick Martin. 4 choses. La première, si on veut recréer, j'ai envie de dire, de la confiance entre les chefs d'entreprise, les travailleurs et les travailleuses et les citoyens, il faut de la transparence sur la question des aides publiques. On parle de transparence sur les aides sociales, on parle de transparence et de contrôle sur beaucoup de questions, sauf sur les aides aux entreprises. Et Mme Edelman, comme les 32 PDG qui sont venus lors des auditions, se sont déclarés favorables à la transparence. Il n'y a pas besoin d'un projet de loi, vous pouvez le faire. Et je pense que dans chaque entreprise, il faut un débat avec les CSE sur la question des aides publiques, du montant et de leur utilisation. La deuxième question, c'est le conditionnement. Là aussi, vous ne pouvez pas exiger plus de contrôle sur la question des prestations sociales, toujours durcir la question liée aux droits des chômeurs et des chômeuses et ne pas vouloir conditionner. Et je le dis ici, devant la REF, où j'ai entendu hier le discours de Patrick Martin, exiger une nouvelle politique de l'offre. Je ne savais pas que nous en étions sortis depuis 15 ans. Et ici même, vous avez exigé le CICE avec le badge Pierre Gattaz, 1 million d'emplois, donnez-nous 15 milliards. Le dernier rapport de France Stratégie de 2018, ce n'est pas l'humanité qui le dit, c'est 90 milliards d'euros donnés au patronat, 100 000 emplois de créés. On est bien loin des 1 million d'emplois créés. Donc il ne faut pas refaire ça. Ça a laissé une trace béante chez les travailleurs et les travailleuses. Une aide, une condition, un objectif clair pour tout le monde. Si vous ne remplissez pas les conditions, alors il faut un retour à bonne fortune. Troisième chose, crédit d'impôt recherche. Beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises sont très attachés au crédit d'impôt recherche, à juste raison. Nous l'avons dit, il faut de la recherche en France. Mais il y a des secteurs qu'il faut aujourd'hui exclure et il y a une question de la sous-traitance, notamment fait à l'étranger. Mais moi, je pose une question. Nous avons dit ça et en même temps, nous proposons un pacte gagnant-gagnant aux entreprises. Si vous industrialisez la recherche que vous allez effectuer en France, alors vous aurez droit à un bonus. Parce qu'il est insupportable que des entreprises que nous avons auditionnées, qui ont plus de 500 millions de crédits d'impôt recherche, disent et touchent 500 millions pendant 6 ans et promettent d'industrialiser les process en France, mais une fois que c'est fait, le font en Chine. Donc, là aussi, il faut un pacte gagnant-gagnant. Enfin, et permettez-moi de finir sur ça, une des quatrièmes choses. L'argent public ne peut pas servir les actionnaires. C'est une question qui a réuni toute la commission, et je le dis, sénatoriale, avec une droite sénatoriale majoritaire dans ma commission. L'argent public ne peut pas servir les actionnaires. Elle peut servir l'investissement, les salaires, évidemment les machines-outils, pouvoir évidemment aider à la transformation des entreprises, mais elle ne peut pas servir les actionnaires. Là aussi, il n'y a pas besoin d'une proposition de loi. Si vous avez touché 200 millions d'argent public et que vous avez 1 milliard distribuable, alors il faut faire 1 milliard moins de 200 millions et proposer à l'Assemblée générale des actionnaires
800 millions d'un montant distribuable. Le message Je est clair. pense que Merci, monsieur c'est le une sénateur. question éthique que vous devriez prendre extrêmement au sérieux. Je vous remercie. On va en discuter tout à l'heure dans le débat, cette conditionnalité des aides. Alexandre Jardin, je me tourne vers vous. Vous êtes l'auteur prolixe qu'on le connaît. Vous avez toujours été très impliqué dans la vie de la cité aussi. Votre dernier combat, c'est celui à la tête des gueux. D'abord à la tête de la lutte contre les zones à faible émission. Et on est en train de gagner. Et vous êtes plutôt ressorti victorieux, puisque effectivement il y a un recul sur ce sujet-là. Votre nouveau combat, c'est celui contre la programmation pluriannuelle de l'énergie, dont on attend les décrets normalement à la rentrée d'ici la fin de l'année. Vous estimez que c'est un hold-up à ciel ouvert. Que proposez-vous alors? Plus de régulation ou plus de libéralisation pour régler ce problème? La liberté, c'est ce qui fonde la dignité de l'homme. Donc, c'est absolument fondamental. C'est une question de dignité. Ce que je voudrais dire ici aujourd'hui, c'est que tout d'abord qu'on ne fasse pas semblant. On n'est pas en train de faire un débat aujourd'hui dans des circonstances normales. On papotait tous de ça avant. On sait très bien ce qui est en train de gronder dehors, à l'extérieur. Alors, la réponse, c'est que ce que nous pensons dans le mouvement des gueux, c'est que vous, entrepreneurs, et toute la société, nous avons accepté n'importe quoi. Nous avons collectivement accepté n'importe quoi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je vais prendre deux exemples. Tout d'abord, j'ai été très sensible à ce qu'une présidente de région disait. C'est n'importe quoi ce qu'elle disait. Je veux dire, ce qu'elle dénonçait, c'était la vérité. On est dans une situation de fou. Oui, attention, c'est pas non, n'importe on est quoi dans ce une que disait situation Madame la Présidente. Elle dénonçait. Sur 25 ans, je vais N'importe sortir quoi. un chiffre, juste pour compenser Oui. les 35 heures, ça a coûté en argent public 820 milliards. Juste ça. En 8 mois de gouvernement Bayrou, les 77 codes français ont augmenté de 440 000 mots, c'est-à-dire plus que le Code général des impôts, qui est déjà assez fourni. On est dans une situation absolument hors de contrôle. Et tout le monde sait très bien ce qui est en train de se passer dehors. François Bayrou va tomber, tout le monde le sait. On va être dans une crise politique, personne ne sait s'il y aura une majorité à l'issue d'une dissolution, s'il y a une dissolution. Dans la foulée, vous aurez une rue française qui va bouger, on va rentrer dans une période de chaos. Tout le monde le sait. Je parlais avec le directeur de l'Humanité, il le sait. Il vient d'un milieu populaire, il entend ce que nous entendons dans le mouvement des gueux. Avec ce mouvement qui appelle à tout bloquer dès le 10 septembre d'ailleurs, 2 jours après le vote de confiance. Il y a une société qui est en train de bouillir, le politique ne fonctionne plus, les investissements ne fonctionnent plus, la décision politique est bloquée en France, on a une société qui n'y arrive pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Or, quand je dis qu'on a accepté n'importe quoi, vous, les entrepreneurs, vous avez été traités comme des gueux. Et vous avez accepté de l'être. Donc à un moment, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cette situation qui est un chaudron dans lequel nous allons rentrer probablement à partir de la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on fait? On a construit le mouvement des gueux autour de causes. On s'est battu pour faire tomber les ZFE. Parce que des causes, ça unifie une nation. On est arrivé à convaincre 80% des Français qu'il fallait faire tomber ce truc-là. Parce qu'une cause, ça dépasse les ruptures politiques, les différences politiques. On est en train de se battre en ce moment pour votre facture d'électricité. Parce que si la PPE 3 passe, c'est vous qui allez payer. Ce sont les Français qui vont payer, ce sont les boulangers qui vont payer, les boulangers qui vont crever de ça, si la facture d'électricité augmente. Donc on se bat sur des causes, parce que les causes, ça unifie une nation. C'est comme ça que le mouvement des gueux est en train de devenir très puissant. Demain, à Châlons, en Champagne, on va se réunir avec ce qu'on appelle le club des gueux. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des professions, les boulangers, les transporteurs routiers, la coordination rurale, etc., etc., etc. On est en train de faire la structure de la société civile dont on aura besoin au milieu du chaos. Donc, ma question, parce qu'au moment où ça va bouillir, la dernière fois, ça s'appelait les Gilets jaunes. Il n'y avait pas d'interlocuteur. Ce n'était pas structuré. On ne savait pas avec qui parler. Donc, on est en train de construire cette structure pour que la société civile ait une table ronde. Vous êtes en train de nous dire de responsabilité. Que vous voulez devenir le porte-parole des colères populaires. Oui, on est en train oui, mais on est en train de les convertir en causes positives. Parce que les causes, ça unit un peuple. Donc,
en réalité, je suis venu pour vous dire, venez définir les causes avec nous. Il n'est pas normal que la société civile se structure sans les organisations patronales. Venez avec nous, avec vos branches. Alors, nous, on a déjà commencé à le faire. Les bouchers, les boulangers, les artisans, les commerçants, la coordination rurale, les pêcheurs artisans, qui sont d'ailleurs au centre de notre organisation. Est-ce que vos branches vont venir? Est-ce que vos structures départementales vont venir? Est-ce qu'on va stabiliser la société avec vous ou sans vous? Ce serait stupide. Stupide. L'entreprise doit être un endroit de stabilité pour la société. Donc, je suis simplement venu dire que le Club des Gueux vous est ouvert. Venez bosser. Sinon, de toute façon, on le fera sans vous, puisqu'on est en train de prendre soin de la France. Voilà. L'autre personne qui viendra demain à Châlons-en-Champagne, c'est le Premier ministre, François Bayrou, à qui vous pourrez peut-être adresser ce message. Il sera à 14h30, bien évidemment, ici même. Merci, Alexandre Jardin. Madame la ministre, vous clôturez ce premier tour de table. Vous avez entendu les préoccupations, les inquiétudes, des appels à mobilisation. Une première réaction face à tout cela? Plusieurs choses. D'abord, la première, bonjour à tous, et incontestablement, le sujet de la norme a été dit par tout le monde. Cette norme, aujourd'hui, 440 000 pages et 4% du produit intérieur brut. Ça, c'est le premier sujet. Et concrètement, dans ces normes, il y a celles qui protègent. Prenez un exemple, la sécurité routière. On est passé de 16 000 morts à 4 000 morts en 20 ans. Et ça a été fait parce qu'effectivement, il y a eu des normes, ça va de la ceinture de sécurité jusqu'au radar. On en pense qu'on en veut, mais incontestablement, c'était quand même un drame que chaque année, 16 000 personnes laissent leur vie sur la route. On a des normes qui sont des normes qui permettent aussi d'organiser le marché. Vous parliez de Châlons-en-Champagne, je suis rémoise, ce sont les vendanges. L'exemple du comité interprofessionnel des vins de Champagne, c'est une norme, c'est une organisation entre les viticulteurs d'un côté, les maisons de l'autre. Tous les ans, ils déterminent combien de kilos de raisin ils ramassent, combien ils le paient et ce qu'ils vont mettre sur le marché. Et c'est comme ça que, quelque part, cela fonctionne. Et ça fonctionne depuis 1941 parce que c'est comme cela qu'ils ont pu appréhender les crises. Alors après, évidemment, il y a plein de normes qu'il faut supprimer. On a mis 18 mois à supprimer celle sur les piscines, à savoir obliger chaque année qu'on vide une piscine, alors que si, par définition, les analyses sont bonnes, pourquoi vider la piscine une fois par an? On est archétype de la norme stupide. Derrière cela, deuxième élément sur lequel je veux aller, c'est celui de la participation de l'ensemble de nos concitoyens. Parce que, quelque part, la norme, les parlementaires sont parfaitement placés, ils sont les représentants des citoyens qui les ont élus, et quelque part, ce qu'une norme a été déterminé dans la loi, un autre texte peut les supprimer. Et c'est probablement l'un des éléments sur lesquels on doit aller plus loin. Il y a eu 50 rapports sur le sujet, 50 initiatives. Quand on crée quelque chose, on supprime le reste. Ça n'est pas fait, ça coûte rien et pourtant, c'est absolument majeur. Troisième élément, des expérimentations qui peuvent servir. Je prends l'exemple, les JO ont été cités. L'année dernière, pour faire les JO de Paris, en matière notamment de droit social, on a mis un comité en place, on a mis des règles. Merci à celles qui se sont engagées sur le sujet. Ça a permis, dans des délais beaucoup plus courts, de faire les équipements, pas d'accidents mortels et incontestablement des résultats qui aujourd'hui permettent de faire évoluer le droit du travail. Quatrième élément, celui de la représentation. Les boulangers aujourd'hui, ils sont extrêmement actifs et ils sont actifs avec leur organisation parce qu'on a précisément avec les partenaires sociaux des échanges qui existent. Dernier sujet en date, le 1er mai, c'est bien les boulangers qui sont montés au front et ils avaient raison. Et là-dessus, il y a eu un texte mis en place pour revoir la norme et pour effectivement se dire que ce qui est vrai pour les boulangers l'est aussi pour les fleuristes. On ne va pas accepter l'idée que des vendeurs à la sauvette vendent du muguet dans les rues le 1er mai et que le même jour les fleuristes soient fermés. Voilà des sujets sur lesquels effectivement on peut avancer. Cinquième et dernière analyse.
quand on regarde la norme, il faut qu'on la regarde à l'aune d'un défi majeur que personne n'a abordé jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je le mets sur la table. C'est celui de l'évolution de la démographie du pays. Depuis 2010, la natalité a baissé de 21,5%. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons 660 000 naissances quand nous en avions plus de 800 000. Ce qui veut dire que le modèle social français, qui est un des éléments de la norme, qui était financé par le travail, ce modèle aujourd'hui, il est en péril. Et qu'un des éléments, c'est pas le chaos, c'est le rassemblement autour de ça sur le coût du modèle social pour le travail, parce que c'est effectivement un enjeu. Et cet enjeu, c'est par exemple, est-ce que les 5 branches doivent encore aujourd'hui être financées par le seul travail? C'est probablement une réflexion. Et là, c'est une réflexion constructive sur l'évolution de la norme. La norme, elle doit évoluer, elle doit changer. On ne peut pas que condamner, on doit proposer. Merci Madame la Ministre. Ça va être les 80 ans de la sécurité sociale à l'automne. Peut-être l'occasion de repenser effectivement le modèle de financement de la sécurité sociale. Je voudrais m'adresser aux 2 chefs d'entreprise. On est à la REF qui sont autour de la table sur plusieurs points. Peut-être revenir sur le sujet des aides aux entreprises. Est-ce que vous entendez ce que dit le sénateur Gay, un sénateur communiste qui applaudit dans l'enceinte de la REF? C'est pas tous les jours. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses à faire sur la transparence, sur la conditionnalité. Est-ce que c'est un message qu'on entend quand on est chef d'entreprise aujourd'hui? Ou alors est-ce que simplement les aides aux entreprises sont là pour aider la création de richesses, de valeurs? C'est vrai que c'est pas normal, et d'ailleurs ça a été rappelé par beaucoup de dirigeants d'entreprise, quand on est auditionné et que naturellement à la question posée, la réponse n'est pas évidente et que ça prend du temps d'aller lister, chercher, et évidemment on fait le travail sérieusement quand on est auditionné, et donc nous ça a pris du temps pour aller lister toutes ces aides, parce qu'effectivement il y en a beaucoup. Alors on n'est pas une entreprise qui en bénéficie beaucoup chez Orange, mais on a voulu faire l'exercice aux milliers d'euros près, et donc on l'a fait sérieusement. Donc cet exercice de transparence, il est important, parce qu'on n'a parfois même pas conscience de choses qui existent. Après, qu'est-ce qu'on appelle aide publique ? Parce que finalement, quand on est sur des exonérations de charges qui viennent compenser un modèle de coût du travail qui ne fonctionne plus, ou dans certains secteurs, bon, donc c'est là où il y a débat. C'est qu'est-ce qu'on appelle aide publique, et donc il faut créer des catégories, mais sur la transparence, absolument. On parle d'argent public. L'argent public, c'est l'argent des Français. On se doit effectivement de mieux le maîtriser. Oui, je rappelle qu'un autre rapport du Haut Commissariat au Plan a lui chiffré à 112 milliards et pas 211, effectivement, le montant des aides aux entreprises. C'est aussi une question de périmètre. Daniel Balt, je voudrais vous entendre également sur ce sujet. Non, mais aucun doute sur les sujets de transparence. Et pareil, dans notre groupe, on n'a pas beaucoup d'aides publiques, si ce n'est celles qui sont liées au sujet d'apprentissage, par exemple. Et je crois que là, c'est très positif, puisque ça permet tout simplement l'accès à l'emploi, une meilleure qualification, un développement des compétences personnelles. Et ça, je pense que les supprimer serait contre-productif si on a une vision liée à l'avenir. Et ne voyons pas uniquement le court terme, regardons également le long terme. Et ça me permet de rebondir sur un autre sujet, le sujet de la situation dans laquelle est aujourd'hui la France, et qui effectivement nous inquiète, nous les chefs d'entreprise, m'inquiète moi en tant que représentant des sociétaires que je représente également, à savoir que être dans cette situation complexe d'incertitude, finalement ça se retourne contre la France, ça se retourne contre les citoyens, ça se retourne contre les entreprises. Moi, j'attends une seule chose, c'est de la stabilité. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, les banques françaises, européennes sont solides, sont stables. Beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, ont une vraie stabilité. Il faut qu'elles puissent continuer à rester dans cette stabilité, ce qui signifie un environnement réglementaire, fiscal, qui soit, lui, également stable. Les entreprises, et je rencontre des chefs d'entreprise tout au long de l'année, ont une ambition, continuer à créer de la valeur. Et c'est en créant de la valeur qu'on arrivera à faire face aux défis notamment de ceux qui sont fondamentaux, et le Premier ministre les rappellera sans doute cet après-midi, de cette dette abyssale qui se trouve devant nous. Donc créons de la valeur et partageons mieux cette valeur, et c'est cela qui nous motive tous les jours au Crédit Mutuel. Christelle Morancet, vous êtes présidente de région. Les régions ont comme compétence le développement économique, donc vous êtes distributeur
d'aide publique aussi. Comment on fait pour être efficace? Moi, je voudrais réagir aux propos du sénateur. Vous n'allez pas être surpris. Je ne vais pas être d'accord avec vous. Moi, ce qui me gêne surtout dans vos propos, c'est de stigmatiser aujourd'hui les entreprises. Enfin, dans un contexte extrêmement compliqué. Enfin, ça fait 5 ans quand même où les entreprises enchaînent, et l'ensemble d'ailleurs des Français, enchaînent crise après crise. Covid, crise énergétique, vous l'avez évoqué, puis là, la période politique. Aujourd'hui, c'est plutôt le collectif, le rassemblement. Et nos entreprises, sur les territoires, moi je le vois au quotidien, et quels que soient d'ailleurs les territoires, enfin, c'est elles qui génèrent l'emploi. C'est elles qui font l'attractivité et le développement d'un territoire. Derrière, c'est des places en crèche. Derrière, ce sont des places aussi dans les écoles, l'activité chez nos commerçants, nos artisans, etc. Et aujourd'hui, d'être là en train de stigmatiser un tel ou un tel sur les aides aux entreprises, moi, je ne vais pas être votre porte-parole ou parler à votre place. Mais moi, ce que j'entends dans ma région, quelles que soient les entreprises, elles ne veulent pas d'aide. Elles ne sont pas en train de réclamer des aides. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui. Elles prennent même des cabinets extérieurs pour toucher les aides. Enfin, vous imaginez le temps, l'énergie dépensée pour aller chercher les subventions. En revanche, ce qu'il faut, c'est on arrête totalement les aides aux entreprises, mais par contre, on baisse les impôts de production. Parce que derrière, c'est la compétitivité de nos entreprises. La réponse, monsieur le sénateur. Est-ce que vous stigmatisez, est-ce que vous avez l'impression de stigmatiser les entreprises? Il faut que je réponde à tout le monde en combien? 2 minutes 30 bon. À la présidente. Madame la Présidente, on laisse le temps de répondre. Pardon, mais non, mais on ne sera pas d'accord, mais moi j'ai stigmatisé personne. Avoir un discours de franchise et direct, c'est pas stigmatiser. Je n'ai pointé du doigt personne. D'ailleurs, il y a le rapport et son effectivité, et après la lecture politique que certains en font. Je n'ai jamais parlé, par exemple, jamais, dans aucune interview ni dans le rapport, qu'il fallait supprimer les 211 milliards d'aides aux entreprises. Par contre, je le dis ici, vous allez avoir un débat. C'est que vous ne pouvez pas avoir un budget présenté d'austérité pour saigner les travailleurs et les travailleuses, leur prendre 2 jours supplémentaires fériés, le gel des prestations sociales, le gel des dépenses sociales, et que sur la question des aides aux entreprises ou des ultra-riches, on ne pose aucune des questions. Sinon, là, il va y avoir un débat. Il n'est pas équilibré ce budget parce qu'il y a des mesures sur les riches, on parle beaucoup d'un retour de l'ISF. En dehors de cette salle, plus de 4 milliards d'euros de mesures de justice fiscale. Je ne veux pas jouer le peuple contre les élites, mais en dehors de cette salle, regardez ne serait-ce que les sondages d'opinion de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, vous avez une question, c'est qu'ils le refusent en masse. Et pardon de vous le dire, Madame la Présidente, la baisse des impôts, mais on a entendu ça, ça fait 15 ans qu'on est dans la politique de l'offre. Je rappelais ça tout à l'heure sur le CICE. Ça a coûté 20 milliards pendant 6 ans. Vous promettiez 1 million d'emplois. Il y en a eu 100 000 à la clé. Depuis 2019, c'est 20 milliards d'exonération de cotisations patronales. Ça n'a eu aucun effet sur l'emploi. La situation politique, économique et sociale dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas une politique néo-marxiste. Pardon. C'est une politique de l'offre libérale que vous soutenez. Donc nous avons une question. Et je finis. Juste sur les exonérations de cotisations patronales. Le chiffre de 211 milliards. Je le dis, on s'est appuyé sur 2 choses. Une étude du CLERC et une étude du Haut Commissariat au Plan de 2020. Je vous laisse deviner qui était Haut Commissaire au Plan en 2020. François Bayrou. Il disait, c'est 223 milliards et les exonérations de cotisations patronales sont des aides publiques. D'ailleurs, la ministre qui est à mes côtés, qui a été auditionnée, disait, elle pourra le redire, c'est des trappes à bas salaire et ça doit être compté contre des aides publiques, comme l'ensemble des administrations. Et je vous le dis plus que jamais, oui, les exonérations de cotisations patronales sont une aide. Pourquoi ? Parce qu'elles sont une part du salaire différé. Et lorsqu'on en exonère les chefs d'entreprise, c'est en réalité un vol sur le salaire des travailleurs et des travailleuses. Mais le scandale ne s'arrête pas là. J'en finis. Parce qu'après, en tant que contribuable, le budget vient les compenser. Donc, le travailleur et la travailleuse perdent une partie de son salaire et en plus, il compense en tant que contribuable. Donc ça, c'est une question qu'il faut mettre à l'ordre du jour parce qu'en plus, ce sont des trappes à bas salaire et ce qui maintient un certain nombre, notamment des femmes, dans des salaires indignes qui ne permettent pas, évidemment, aujourd'hui, de pouvoir vivre dignement. C'est une question. Catherine Vautrin, vous êtes à la tête du ministère des Affaires sociales, le budget social en France,
La sécurité sociale, c'est 666 milliards d'euros aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression de mener une politique néolibérale en France au vu de la croissance des dépenses sociales ? Non seulement le budget, c'est 666 milliards, mais c'est surtout 22 milliards de déficit. Et c'est bien la question de fond qui est cette question, qui est que si je reviens sur le budget du travail et sur les exos de charges, quand on regarde le résultat de la politique de l'offre qui a été menée, c'est qu'elle a permis à un certain nombre de femmes et d'hommes de rejoindre l'entreprise, de créer de l'activité et donc de créer de la richesse. Et le problème qui est le nôtre aujourd'hui, c'est que ce modèle, ne peut pas être durablement en déficit, faute de quoi il est fragile, c'est un colosse au pied d'argile. Et le deuxième élément, c'est également que la question qu'on doit se poser, c'est produisons-nous suffisamment pour nous offrir ce modèle? Et c'est la réflexion qui est posée. Et la question que nous devons avoir, et cette question, on doit l'avoir avec chacune et chacun des Français. Parce que quand on regarde dans le détail, si vous regardez le budget de l'assurance maladie, c'est 266 milliards, 15 milliards d'euros de déficit. Et là, chacun peut être acteur. Parce que je vais élargir le débat. Il ne s'agit pas simplement de savoir qui contribue ou qui ne contribue pas. Il s'agit de se dire qu'est-ce que je fais moi personnellement, et je vais prendre un exemple qui ne coûte rien, l'économie en matière de santé, qui est le dépistage, les 3 dépistages en matière de cancer, parfaitement gratuits, adressés à nos concitoyens, nous n'atteignons pas les 60%. Et ça, qui que nous soyons, nous pouvons le faire, et c'est un exemple de participation à la moindre dépense. Et le débat que nous devons avoir avec nos concitoyens, c'est un débat en responsabilité. Qu'est-ce que chacun fait? C'est pas jeter les uns contre les autres, c'est que chacun doit prendre conscience que l'addiction à la dette publique, c'est l'affaire de tous, et que c'est les économies que nous pouvons faire qui nous permettent de garder ce modèle. Faute de quoi, c'est pas les 80 ans de la Sécu dont on va parler, c'est comment la Sécu peut-elle survivre. Alexandre Jardin, vous dites que la situation est hors de contrôle, mais est-ce que vous comprenez les contraintes qui s'imposent aux politiques aussi, et comment faire pour améliorer cette coordination? Vous avez passé votre vie à le faire entre la base et le sommet. Est-ce que c'est par bloquer tout? Ma question. Je n'ai pas entendu, pardon. Est-ce que c'est par bloquer tout? Est-ce que vous rejoignez ce mouvement du 10 septembre? Ou est-ce que c'est plutôt par davantage de dialogue? Non, de toute façon, ça ne sert à rien de bloquer tout. Tout est déjà bloqué. Donc, la question, c'est de remettre en mouvement le pays. Le mouvement des gueux n'est absolument pas solidaire du mouvement du 10 septembre. Tout simplement parce que ça a une coloration politique alors que nous n'en avons pas. La question, c'est, quand on parle d'un système normatif hors de contrôle qui devient fou, est-ce que vous restez tout seul? Est-ce que vous pensez que par les mécanismes classiques, vous allez parvenir à casser ça? Je ne le pense pas. Je pense que vous devez faire alliance avec la société. Qu'est-ce qui fait qu'on a gagné sur les ZFE? Fondamentalement, c'est qu'on a convaincu 80% du peuple. À partir du moment où un peuple très majoritairement prend conscience de quelque chose, le politique suit. Il y a toujours des héros à l'Assemblée pour voter ça. Donc la question, c'est la question du peuple. C'est la question de l'unité de notre peuple sur des choses fondamentales. Le combat pour les normes, continuez à le mener isolé, vous allez perdre. Venez vous battre avec une société, montons des campagnes. Et c'est comme ça qu'on a gagné sur les ZFE, c'est comme ça qu'on va gagner sur la PPE 3. Parce qu'on est en train de convaincre la population. C'est ça le mouvement des gueux. C'est un peuple qui en a marre d'être méprisé. Et derrière tout ce travail des normes, il y a au fond un extraordinaire mépris des gens et des entrepreneurs. Comme s'ils n'étaient pas capables de se réguler eux-mêmes sur un très grand nombre de questions. Donc, ne restez pas seuls. Ne restez pas seuls. Jamais vous ne réussirez seul à partir de mouvements patronaux, mais jamais vous ne réussirez à embarquer 80% d'un peuple. Les causes, elles doivent nous transcender. Choisissons ensemble des causes et gagnons, faisons gagner la société. Et puis, il va falloir nager dans le chaos cet automne. Qu'on le veuille ou non, il y a un système qui est au bout. Même votre monde, vous savez qu'on perd chaque jour 170 entrepreneurs. Donc, il va y avoir une période de chaos, qu'on le veuille ou non.
est-ce qu'on est capable de rester un grand peuple capable de s'unir, une société capable de s'unir? C'est ça ce qu'on va essayer de faire. Je sais que de toute façon, vous viendrez à un moment, donc venez vite. Et vous viendrez parce qu'à un moment donné, quand il y aura le bordel dans la rue, tout le monde se dira, mais on fait quoi? Mais on fait quoi? Et le lien avec le peuple, on l'établit comment? Eh bien, nous, on est en train de l'établir. Par exemple, notre première réunion aura lieu à Châlons demain, sur le stand de la coordination rurale. Il y aura une grande partie du monde agricole qui sera là, l'ensemble de tous nos premiers partenaires, l'ensemble des premières professions. Mais c'est très grave ce qui va se passer. Et personne n'a envie de ça pour notre pays. Donc il va falloir qu'on en sorte rapidement, par le haut, collectivement, avec un grand sens de la France. Voilà. Merci. Une dernière question courte, réponse courte, parce que le temps est en train de s'écouler. Pour les chefs d'entreprise qui sont là, est-ce que pour mieux réguler, il faut peut-être être davantage à l'écoute de ceux qui font, les faiseux, comme les appelle Alexandre Jardin, Christelle Edman? À l'écoute, j'allais dire, quand on dirige un groupe qui est présent dans tous les territoires de France avec des milliers de collaborateurs et qui représente au fond la France et qui sert des millions de Français, de toute façon, notre métier, notre quotidien, c'est d'écouter des clients, c'est d'écouter les collaborateurs, c'est de dialoguer, c'est de comprendre, c'est de remettre du bon sens. Et c'est effectivement, et c'est de ça dont on a besoin, c'est de donner envie. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, on vit dans un monde qui est très anxiogène. Donner envie aux jeunes de travailler, donner envie de travailler, donner envie d'innover, donner envie d'entreprendre, donner envie d'aller au-delà. Donc c'est donner envie, et c'est vrai que voilà, on a parfois des débats qui sont très théoriques, qui manquent de bon sens. Dès qu'on prend des exemples pleins de bon sens, souvent la solution, elle tombe toute seule. Même chose, Daniel Ball. Et dans la grande majorité des entreprises, justement, le dialogue fonctionne très bien. Et ce qui nous évite d'être dans une situation de blocage comme celle dans laquelle se trouve le pays. Mais je ne partage pas la certitude que nous serons dans le chaos. J'ai encore l'espoir que nous arriverons à éviter le chaos, parce que je pense que la France ne mérite pas le chaos. Allez, un message d'espoir pour terminer cette table ronde. Merci à toutes et à tous pour ce débat riche, fécond. Merci beaucoup. Merci Raphaël Legendre, merci.